vais juste vous rappeler en introduction donc que effectivement c'était le troisième café territoire santé environnement pour l'année 2023, donc après 6 cafés en 2022. Donc on a eu l'occasion de parler un peu des fondamentaux de la communauté, comment on fonctionne et quels sont les objectifs, les perspectives. La dernière fois, on a eu une présentation il y a 15 jours sur un des aspects de la santé environnement qui est la qualité de l'air intérieur. Donc avec là un aspect plutôt réglementation très ciblé sur un thème et en rappel de la présentation des nouvelles obligations réglementaires depuis la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, on va aborder donc un autre aspect qui est plus un aspect multithématique de la prévention des cancers. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'Institut national du cancer avec deux intervenants. On aura une présentation à deux voix avec Laura Protard et Alexandre Kobigo, qui sont nos deux intervenants du jour. Je vais leur laisser la parole pour une présentation en deux temps, mais je vais les laisser se présenter et présenter l'INCa un peu plus en détail. Et la parole. Vous me dites quand vous voulez que je lance la présentation. Très bien, bonjour à tous. Donc je suis Laura Protard, je suis chargée de projet au sein du pôle santé publique et soins de l'Institut national du cancer et je suis chargée de suivre l'appel à projet qui vise à réduire les expositions en milieu scolaire, qui fera l'objet de la deuxième partie de la présentation. Et Alexandre Kobigo, enchanté. Moi, je suis responsable de projet au sein du département prévention de l'Institut national du cancer et je suis en charge des actions qui tournent un peu autour de la prévention primaire. On reviendra autour de cette définition. Donc, peut-être rapidement pour commencer, on peut lancer la première slide. Je souhaitais peut-être resituer un petit peu l'INCa dans le paysage de la santé publique français. Donc, l'INCa est une agence d'expertise sanitaire scientifique, c'est une agence d'État qui est chargée de coordonner la lutte contre les cancers. Et ces missions, elles interviennent un peu dans tous les domaines du continuum du cancer, c'est-à-dire la recherche, la santé publique et les soins. Donc moi, je vais m'attacher à présenter assez rapidement, puisqu'on aimerait avoir un temps d'échange, le rôle des collectivités, le rôle des territoires, mais notamment des collectivités en matière de prévention des cancers, puisque c'est un axe assez innovant pour nous à l'Institut national du cancer. Et ensuite, Laura vous présentera l'appel à projet Zéro Exposition, qui est une émanation de notre plan Zéro Exposition à l'école. Donc j'étais en train d'évoquer du coup le rôle de l'INCa. Notre rôle, c'est de coordonner la lutte contre les cancers, d'initier et soutenir l'innovation, de concourir à la structuration d'organisations, de produire des expertises, on parlera de certaines d'entre elles aujourd'hui, de produire, analyser et évaluer des données et de favoriser l'appropriation des connaissances et des bonnes pratiques. Et la clé de voûte de toutes ces missions là actuellement, c'est le document que vous avez sur la droite, la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Comme je le disais un petit peu en introduction, est pour nous quelque chose de très innovant. Enfin, elle est novatrice pour l'Institut, puisque d'une part, elle a placé la prévention primaire en priorité vraiment. Donc, c'est vraiment près de la moitié des mesures, plus de la moitié des mesures de la stratégie tournent autour de la prévention primaire, ce qui est vraiment un signal très très fort. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment la chose la plus novatrice pour nous, on a décidé aussi de cibler les territoires, de cibler les collectivités pour en faire des relais, des acteurs majeurs de la prévention des cancers, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On avait en tant qu'agence sanitaire un prisme qui était quand même très professionnel de santé. Donc nous, dans cette stratégie de renforcement du rôle des collectivités territoriales en matière de prévention des cancers, on a des actions là, qui sont à venir, mais en fait, il y en a certaines là dans la liste qui sont plutôt déjà abouties, notamment l'état des lieux, enquête sur les besoins et attentes des acteurs, c'est quelque chose qui est déjà finalisé. On a également un guide sur l'aménagement des territoires et la prévention des cancers que je présenterai rapidement tout à l'heure pour justement initier la discussion. On a le plan Zéro Exposition à l'école dont je parlais tout à l'heure, donc ça, je laisserai Laura le présenter. On a en stock et on est en cours de réalisation de nombreux outils. Donc, on parle par exemple d'outils qui permettent aux collectivités d'un petit peu savoir où trouver des financements. On est aussi en train de mettre en place des fiches pratiques au niveau de l'aménagement des territoires. On pense également à un guide sur tout ce qui va être comment intégrer la prévention des cancers dans la promotion, dans les opérations de commande publique. Voilà, on a aussi du financement de projets, bien sûr, et on a un objectif un petit peu plus animation de réseau qui est la création d'un club des collectivités. Et donc tout ça, ça concourt à la mise en place d'une stratégie intégrée de prévention des cancers au niveau local.
Je vais très rapidement revenir sur un petit topo épidémiologique. Qu'est-ce que c'est les cancers, les chiffres clés? Là, c'est vraiment très, très basique, mais si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en haut à droite sur une page notique qui s'appelle Panorama des cancers, où il y a beaucoup plus de détails. Donc les cancers, c'est pas une maladie, le cancer, c'est les cancers, c'est plus de 200 pathologies différentes, des origines qui sont complètement multifactorielles, certaines qui sont très bien connues, très documentées scientifiques, d'autres qui sont pas du tout comprises, et entre les deux, il y a un gradient assez important. Le cancer, et c'est peut-être ça le message le plus important, c'est la première cause de mortalité chez l'homme en France, c'est la deuxième chez la femme après les maladies cardiovasculaires, mais c'est la première cause de mortalité en France, toutes causes confondues. Et actuellement en France, il y a 3,9 millions de personnes qui ont un cancer. Et un autre point important en termes épidémiologiques, c'est qu'il y a un fort dynamisme de l'épidémie, puisque entre les années 90 et 2018, quasiment aujourd'hui, le nombre de cas de cancer a augmenté de 65% chez l'homme et 93% chez la femme. Donc l'écart là qu'on décrivait un petit peu avant sur les hommes qui sont plus touchés que les femmes tend à se réduire. Donc là, c'est encore des chiffres, mais je peux passer assez vite, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Donc chaque année, il y a 382 000 cas de cancer qui sont détectés, vraiment chaque année, donc majoritairement chez les hommes, et 147 000 décès. Majoritairement chez les hommes, c'est le cancer des poumons, 25%, ensuite prostate, colorectal, pancréas, foie, il y en a encore d'autres derrière, mais ce sont les principaux. Et chez la femme, le cancer du sein, poumon, colorectal, voilà, et avec des dynamiques qui sont assez importantes. Par exemple, le cancer du poumon qui augmente très fortement chez les femmes, puisque les nouvelles générations de femmes ont fumé beaucoup plus que les précédentes, donc voilà, ça augmente le nombre de cancers du poumon. On prévoit une augmentation du nombre de cancers du poumon chez la femme dans les prochaines années. Pour arriver finalement à la question, enfin à l'enjeu qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce qui est la prévention. Puisque là, j'ai présenté des chiffres qui pouvaient être alarmistes. Là, l'objectif aussi de cette présentation, c'est de dire que tous les acteurs en fait de la puissance publique ou même les acteurs associatifs, les acteurs des territoires, on a un rôle dans la prévention des cancers et que finalement il n'y a pas de fatalité puisque on le verra après, 40% des cancers sont évitables si on se structurait et si on mettait en place des politiques efficaces. Donc je rappelle qu'il y a 3 types de prévention, peut-être que vous le savez. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire éviter avant même que le cancer arrive, que le cancer se développe, donc c'est-à-dire aider les gens à arrêter de fumer, ce genre de choses. La prévention secondaire, c'est-à-dire repérer le plus rapidement les cancers quand ils sont déjà là, donc là on va plutôt être au niveau des dépistages. Et la prévention tertiaire, c'est-à-dire là plutôt quand le cancer est déjà là, éviter que la qualité de vie se dégrade, éviter la mortalité, etc., etc. Donc là, je vais bien me centrer sur la prévention primaire. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui principalement. Donc, avant même que le cancer soit développé, comment l'éviter? Il est possible d'agir sur les facteurs de risque pour ça, donc c'est-à-dire les comportements, les habitudes de vie, la consommation d'alcool, le tabac. Il est possible d'agir sur l'environnement, au sens vraiment très large, ça peut embarquer l'environnement social, etc. Et il est possible également d'agir sur les inégalités parce qu'il y a de très forts différentiels sur les populations. Donc ça, c'est un peu les 3 axes quand on regarde les facteurs de risque, mais il est aussi possible d'agir sur des facteurs protecteurs. Il n'y a pas que des facteurs de risque, il y a aussi des facteurs protecteurs comme l'activité physique, par certains égards aussi les espaces verts peuvent concourir à la prévention des cancers. Donc voilà, il ne faut pas non plus être tout dans le noir, il y a aussi des facteurs qui sont protecteurs et ça peut être aussi pour les collectivités quelque chose de plus intéressant et j'ai envie de dire plus vendeur auprès de leur population de traiter des facteurs protecteurs. Donc très rapidement, il faut comprendre que du coup, il y a une nécessité en termes de prévention des cancers d'avoir une approche globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une action par-ci, par-là. Il faut vraiment avoir une vision globale des différents facteurs de risque si on veut faire décoller la prévention et si on veut finalement réduire le nombre de cancers. Il y a un autre enjeu qui est très important, c'est un enjeu de ciblage de certaines populations. Donc cibler les enfants, parce que finalement, c'est souvent à l'enfance que les comportements s'ancrent, les comportements à risque ou les comportements protecteurs. Donc ça c'est très important. Cibler les populations vulnérables parce que souvent elles cumulent des facteurs de risque, elles cumulent des facteurs aggravants, etc. Donc c'est aussi une question d'équité que de les cibler. Et avoir aussi une pensée des territoires à risque, donc voilà, parce qu'il y a quand même des inégalités entre les territoires. Donc, nous, on travaille avec les collectivités aussi sur les enjeux un petit peu de diagnostic pour caractériser ce qui se passe au niveau de leur territoire.
On peut passer à la slide suivante, qui est un peu pour nous la plus importante. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des facteurs de risque de cancer. Et là, vous avez en fait la part des cancers attribuables en fonction des facteurs de risque. Et quand on regarde l'ensemble de ces facteurs de risque, c'est les facteurs de risque qui sont évitables. Et on dit, c'est la petite phrase qui est en dessous, on peut éviter 40% des cas de cancer, c'est-à-dire quand même 142 000 cancers par an, grâce à des changements de comportement, de mode de vie. Il y a un truc qui est oublié dans cette phrase, c'est aussi par des actions sur l'environnement. Je ne vais pas détailler les facteurs de risque parce qu'on y reviendra après, mais la présentation vous sera envoyée, donc vous pourrez y revenir. Pourquoi un partenariat avec les collectivités territoriales? Là, on peut un petit peu élargir, j'ai envie de dire pourquoi un partenariat avec les territoires de manière générale. Mais le premier point, là, il traite vraiment des collectivités territoriales, c'est qu'on a mené des études qui montrent que quand une collectivité locale, elle est impliquée en matière de santé, ça structure des dynamiques promotrices de santé qui n'existent pas si elle n'est pas impliquée. Donc, motiver les collectivités et s'il y a des personnes, des collectivités dans la salle, elles le savent très bien, quand elles montrent qu'elles veulent agir, généralement, ça crée en cascade des réactions en chaîne, des cercles vertueux à l'échelle du territoire, et ça permet de structurer vraiment des dynamiques importantes. Deuxième point, pourquoi c'est important de travailler à l'échelle des territoires, c'est que bon nombre des leviers d'action sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, ils relèvent finalement des compétences des collectivités territoriales. Donc, en fait, pendant longtemps, nous, on a beaucoup travaillé au niveau étatique. Il y a une énorme limite à ça, c'est qu'en fait, le niveau étatique n'a pas toutes les compétences pour gérer finalement là où est le risque. Donc là, j'en parle des espaces en tabac, on y reviendra dans la suite de la présentation, donc je ne vais pas forcément détailler les compétences, on pourra aussi en parler lors de la discussion. Ensuite, il y a un enjeu actuel d'intégrer la santé dans toutes les politiques, donc ça, c'est un peu la grande tendance du moment. Et le dernier point, c'est que les collectivités, finalement, ou les territoires, c'est les acteurs les mieux placés pour adapter les actions aux besoins et attentes des populations. Et ça, c'est un levier majeur de réduction des inégalités sociales et aussi d'efficacité des actions menées. Je voudrais juste, par cette slide, faire comprendre que nous, on est sur une vision fédérative qui est bien au-delà de la prévention des cancers. En fait, faire de la prévention des cancers, c'est ce qu'on aimerait faire comprendre. Ça n'est pas faire que de la prévention des cancers, puisque agir sur certains déterminants facteurs de risque, en fait, ça crée des co-bénéfices. Donc, par exemple, faire de la prévention des cancers, dans certains cas, ça va agir sur le bien-être des populations, la santé en général, la santé mentale. Ça peut aussi avoir des co-bénéfices santé-environnement. Enfin, on y reviendra un petit peu après. Ça peut permettre, dans certains cas aussi, de matcher avec certaines actions de lutte contre le changement climatique. Ça peut agir sur les inégalités sociales, ça peut agir aussi sur la cohésion sociale et la participation citoyenne. Et tout ça, in fine, du coup, ça peut aussi renforcer la résilience et l'attractivité des territoires. Donc, voilà, faire de la prévention des cancers, c'est un peu la phrase catchy, ça répond aux exigences de notre temps. Et nous, ce qu'on aimerait bien montrer, notre drapeau, en gros, c'est que tout ça, c'est une approche globale, mais c'est surtout une approche positive de la santé. Donc, le cancer, souvent, il est vu comme étant la mort, c'est quelque chose qui est vu d'une manière très négative. Non, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que la prévention des cancers, c'est avant tout une vision positive de la santé qui, par ricochet, va agir sur beaucoup d'autres secteurs de la politique publique, etc., et qui agit sur d'autres déterminants. Donc là, très rapidement, c'est peut-être pour vous, si vous avez besoin de faire des petits éléments de plaidoyer, on a mené une enquête auprès des citoyens. Donc, un électeur sur deux affirme que la prise en compte de la santé dans les programmes politiques joue dans la décision de vote. Donc ça, c'est assez important parce que actuellement, les élus, notamment, n'ont pas forcément conscience de ça. C'est pas forcément, quand on analyse les programmes, c'est pas forcément ce qui ressort en premier, la santé. Les citoyens, ils ont l'impression de ne pas être assez consultés et associés au projet de santé. Donc là, il y a vraiment une marge de manœuvre importante en termes de démocratie en santé. Et surtout, là, c'est ce qu'on voit sur la droite, les citoyens, quand on leur demande quelles actions ils priorisent en matière de prévention, ils priorisent les actions environnementales, c'est-à-dire la lutte contre les polluants, les substances cancérigènes, tout ce qui tourne autour de la qualité de l'air, la performance énergétique du bâti, etc. Et moins les comportements. Donc eux, tout ce qui tourne autour des comportements à risque, c'est moins une priorité que l'environnement. Donc ça, c'est un enseignement intéressant, puisque vous l'avez vu dans la hiérarchie des facteurs de risque, les facteurs environnementaux arrivent quand même plutôt vers la fin. Mais c'est pas un souci.
Et je vais essayer d'aller vite parce que l'idée, c'est quand même qu'on puisse en discuter. Là, ce que vous allez voir, les slides suivantes, c'est en fait l'extrait de notre guide sur l'aménagement des territoires et la prévention des cancers. Il faut prendre la notion d'aménagement des territoires vraiment au sens large dans ce guide-là. C'est vraiment presque finalement la gestion quotidienne des territoires, mais on a embarqué aussi la notion d'aménagement dedans. Et donc, en fait, on prend chaque facteur de risque et on part d'une situation là qui est la petite illustration en orange, on va dire actuelle, un petit peu, voilà, tous les risques qui existent, vers l'illustration verte où justement on propose dans ce guide des solutions pour modifier l'environnement, pour agir sur les comportements, pour créer des environnements favorables et donc, in fine, aussi voilà, créer des cercles vertueux qui potentialisent les changements de comportement. Donc, je ne reviens pas sur le tabac, premier facteur de risque et le nombre de cancers que ça occasionne. Je rappelle quand même qu'il y a d'une part le fait de fumer qui est dangereux, mais il y a également l'exposition à la fumée secondaire, ce qu'on appelle le tabagisme passif. Donc, il y a quand même deux stratégies différentes à avoir pour ces deux facteurs de risque, qui sont finalement deux facteurs de risque différents. Et nous, le paradigme dans lequel on se place, c'est celui de la dénormalisation du tabac. Donc, on essaye de faire en sorte que le tabac ne soit plus une norme sociale, et ça passe par des actions diverses et variées. L'une des actions qu'on a identifiées un peu majeures à destination des territoires, c'est la création d'espaces sans tabac, puisque c'est vraiment une compétence des collectivités territoriales. C'est le maire qui peut faire ça sur arrêté. Il y a aussi tout ce qui va être marketing social, intervention de santé publique. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez le marketing social, mais on pourra éventuellement en revenir dessus. Et on voulait souligner aussi, puisque là, l'intérêt de ce guide, c'est à chaque fois un petit peu de souligner l'éco-bénéfice pour dire, voilà, vous ne faites pas que de la prévention des cancers. C'est que quand on lutte contre le tabagisme, on lutte aussi contre la pollution, on lutte contre les incendies. Voilà, c'est des exemples, mais il y en a d'autres. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, sur l'alcool. Donc, deuxième facteur de risque, 41 millions de consommateurs en France, 118 milliards de coûts par année de coûts sociaux pour la France, donc c'est vraiment énormissime. Et c'est la première cause d'hospitalisation en France, je le rappelle. Nous, nos axes en termes d'aménagement des territoires et nos axes on essaie de promouvoir auprès des collectivités, c'est d'agir sur, enfin, d'essayer de réguler l'offre et la demande d'alcool. Donc, l'offre, ça va être par exemple les horaires d'ouverture des cafés ou des cafés, des débits de manière générale, d'essayer aussi de réfléchir l'environnement, c'est-à-dire l'implantation des différents débits, est-ce qu'il n'y a pas des surconcentrations, ce genre de choses. Et la demande, c'est, nous, principalement, dans notre axe, c'est de limiter, de réguler ou d'essayer, voire d'interdire, quand c'est possible, le marketing alcoolier dans la rue, dans l'espace public notamment, puisqu'il est omniprésent. Hein, je vous mets au défi de regarder un petit peu les publicités. En fait, ce marketing, il est vraiment très présent. Des fois, on voit du marketing alcoolier à proximité des écoles, par exemple. Enfin, voilà. C'est des choses qui sont assez édifiantes quand même, quand on sait... voilà, 118 milliards de coûts, etc., les violences, etc., ça peut entraîner, parce que ce n'est pas que les cancers, hein, l'alcool, il y a aussi les maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, et des violences, des accidents de la route, etc. Donc, là, c'était souligné dans l'éco-bénéfice. Agir sur le risque alcool, ça peut aussi permettre de favoriser la tranquillité d'un quartier, la diminution des violences et des accidents de la route. Sur l'alimentation et le surpoids, pour dire que l'alimentation, c'est 5% des cancers évitables, enfin, c'est 5% des cancers, pardon, et le surpoids également, c'est 5% des cancers, c'est deux facteurs de risque différents. Et nous, là, c'est un petit peu comme l'alcool. Ce qu'on recommande, c'est plutôt réguler l'offre et la demande, donc avec une vision un petit peu systémique de l'alimentation, c'est-à-dire essayer de diagnostiquer quelles sont les offres, où est l'offre, quelle est la qualité nutritionnelle dans ces offres, dans les supermarchés, dans les marchés, etc. Et donc, on décrit dans ce guide un petit peu la notion d'environnement alimentaire, qui est assez intéressante et qui peut être mobilisée. Et pareil, il y a aussi tout un volet sur le marketing, la limitation du marketing malbouffe, ce genre de choses qui est quand même un volet assez important, et il y a vraiment également une omniprésence de ce marketing dans la rue. Et là, alors ça emporte vraiment de nombreux co-bénéfices. On a marqué des bénéfices environnementaux, pollution, parce que dans notre guide, on décrit aussi l'importance de réfléchir à l'environnement alimentaire par rapport aux circuits courts, ce genre de choses. Donc ça a un impact aussi sur la pollution atmosphérique. Enfin voilà, ça peut embarquer, quand on a une stratégie globale, beaucoup d'enjeux de politique publique, d'enjeux de notre société aujourd'hui.
Je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps sur cette slide parce que finalement, c'est souvent les UV ou le soleil, c'est le grand oublié de la prévention de manière générale, alors que finalement, les cancers de la peau sont les cancers qui ont le plus augmenté depuis les 20 dernières années. Je rappelle que les cancers de la peau, le facteur de risque premier, c'est vraiment les coups de soleil pendant l'enfance. Donc ça, c'est vraiment du coup cibler les enfants. Et pour aller un peu vite, du coup, quand on crée de l'ombrage, etc., donc quand on lutte contre les UV, ça peut s'intégrer dans des politiques de réduction des îlots de chaleur, des politiques de renforcement de la biodiversité, et c'est aussi en lien avec l'esthétisme. On peut passer à la slide suivante sur l'activité physique. Donc là, je vais aller assez vite, parce que c'est un facteur de risque assez mineur, en tout cas, quand on est sur les facteurs directs. Nous, là, on recommande tout ce qui va être autour des mobilités actives, donc de bien prendre en compte tous ces aspects-là. On parle aussi un petit peu du design actif dans notre guide, le rôle des espaces verts, les enjeux d'accessibilité et d'adaptation aux besoins. On passe à la slide suivante pour gagner du temps, parce que je vois qu'il est déjà 30. Sur la pollution atmosphérique, qui est pareil, un facteur de risque assez limité, mais finalement, ça ricoche aussi sur d'autres pathologies. Et nous, ce qu'on recommande, en tout cas, c'est de réfléchir aux zones zéro exposition, aux zones faibles exposition, pardon. Et il y a également des axes qui sont proposés sur comment construire la forme du bâti, etc. Et pour ça, peut-être que vous connaissez le guide d'Isadora de l'EHESP, qui est vraiment très, très bien construit sur le sujet. Donc, je vous renvoie à ce guide si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et on peut passer à la slide suivante, qui sera la dernière, qui est en fait notre dernier axe autour des enjeux d'accessibilité à la prévention et aux soins, parce que c'est aussi des enjeux qui sont assez importants si on veut lutter contre les cancers. Et donc là, dans notre guide, on souligne les enjeux autour des phénomènes de ségrégation socio-spatiale, comment organiser un système de santé au niveau local, coordonner les efforts des professionnels, etc. Donc là, la petite illustration est certes assez simpliste, mais en tout cas, voilà, montrer que créer de l'accessibilité, là, c'est illustré par ce pont au-dessus de cette route qui est une couture urbaine. En fait, ça va également participer à une meilleure accessibilité de la prévention, à une meilleure accessibilité du soin, en tout cas si c'est pensé en tant que tel. Voilà, je suis allé assez vite parce que finalement, tout ça, c'était que des exemples. Sur la slide suivante, vous avez un lien vers le guide complet qui est également décliné sous la forme d'une brochure. Et donc, du coup, là, moi, je souhaiterais surtout ouvrir la discussion. On peut passer à la slide suivante. Puisque nous, l'INCa, on souhaite identifier et diffuser les bonnes pratiques. On sait en fait que finalement, beaucoup de collectivités, beaucoup d'acteurs du territoire, ils font de la prévention des cancers sans le savoir, sans le nommer. Et aussi, voilà, nous on veut, par ce petit temps d'échange, identifier ces actions pour pouvoir les valoriser par la suite. Voilà. Ne vous censurez pas, c'est vraiment une discussion ouverte et il faut prendre la prévention des cancers, comme j'ai dit, vraiment au sens large. Donc, je me permets de prendre la parole. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas précisé, je suis médecin généraliste. Donc, effectivement, tout ça me parle beaucoup. Je vous remercie pour votre présentation. Elle a été vraiment très bien, avec des iconographies qui sont très, très parlantes. J'avais deux questions. Vous avez dit une phrase disant que les facteurs environnementaux arrivent à la fin. Et je voulais vous poser la question si ça n'était pas sous-estimé, parce que nous introduisons de plus en plus la notion de santé planétaire, donc de lien entre notre santé à nous les humains, associée à la santé de notre environnement, de la planète, du sol, Ouais. voilà, en lien. Donc, je me posais la question d'une éventuelle sous-estimation voilà. Alors, peut-être que je peux répondre directement. Effectivement, donc là, les études sur lesquelles on se base, ce sont les études du Centre international de recherche contre le cancer qui a fonctionné avec ce qu'on appelle la méthode d'effraction attribuable. Et effectivement, il y a quand même des critiques de plus en plus autour de cette méthode. Alors, elle n'est pas encore tout à fait remise en question parce que c'est tout à fait utile et d'un point de vue pédagogique, cette hiérarchie des risques, elle fonctionne encore. Mais effectivement, de plus en plus d'acteurs soulignent qu'il y a fondamentalement une sous-estimation
Est-ce que c'est, enfin voilà, méthodologiquement, c'est inhérent en fait à la méthode des fractions attribuables. Et j'ai envie de dire une autre explication de cette sous-estimation, c'est que finalement fumer, boire, etc. Il y a des facteurs environnementaux dedans et en fait on les catégorise directement comme des facteurs comportementaux. Or, l'environnement, il est bien plus large que juste l'environnement physique. C'est de l'environnement social, c'est tout l'entourage, Par etc. exemple, la pollution de l'air extérieur pourrait être un cofacteur aussi associé au tabac. Parce que nous, on voit de plus en plus de cancers de poumons ou bronchiques chez des gens non fumeurs qui nous préoccupent beaucoup. Ce sont des cancers très agressifs. Donc voilà, je me posais la question en fait effectivement de tout ce qui est exposition particulière fine qui pourrait être un cofacteur assez sévère. Voilà. En plus, tout à fait, en fait, ce que vous soulignez, c'est les effets cocktails, ce qu'on appelle les effets cocktails, qui sont pour le moment très très mal documentés. Donc là, on a vraiment un champ de recherche devant nous très très important. En tout cas, nous, on les suspecte, on va dire, sur le terrain et voilà. Bon, ensuite, j'avais l'autre question. Vous avez écrit que voilà, une des missions était de coordonner les efforts des professionnels de santé. J'aimerais en savoir plus sur cette coordination et surtout sur les efforts demandés. Alors, en fait, ça ne relève pas du tout de mon département. Moi, je suis au département prévention. On a un département qui s'occupe de ça. Je sais que du coup, il travaille beaucoup autour de la formation des professionnels en cancérologie. Donc là, on n'est pas là, on parle pas de prévention. C'est vraiment de la cancérologie, du parcours de soins, ce genre de choses. Tout ce qui va être aussi comment on appelle ça, de la prévention tertiaire, les soins de suite, ce genre de choses. Là aussi, la coordination ville-hôpital, mais là, on n'est plus du tout dans le cadre de la prévention primaire. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, il y a de moins en moins de professionnels de santé avec une population croissante. Et ce qui est vraiment difficile et pour lequel on va avoir besoin de beaucoup d'aide dans les années à venir, c'est que en fait, avec un temps compté, nous avons de moins en moins de temps pour la prévention. On nous demande de plus en plus de faire du soin et pas de prévention, de passer de moins en moins de temps avec nos patients et du coup de limiter par exemple une consultation à un motif. Et tout ça, ça va poser problème sur le temps qu'on peut accorder à la prévention à nos patients en tant que professionnels de santé. Et pourtant, nous sommes, on va dire, peut-être les plus légitimes pour parler de tout ça, mais on va avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Je vois qu'il y a une autre main levée. Marc Meyer. Oui, bonjour, Marc Meyer, CMA, directeur délégué environnement risque numérique. Je voulais vous remercier pour votre intervention et votre présentation très riche. Et je souhaitais effectivement un peu, moi, abonder dans le sens de Madame Trochu, parce que il me semble qu'on décrit de mieux en mieux notre environnement et qu'on s'aperçoit que celui-ci n'est plus si naturel que cela. Il est de plus en plus pollué par des substances qui n'ont rien de très, très naturel. On a des substances chimiques, on a des particules fines qui n'ont pas lieu d'être normalement dans notre environnement. Et donc effectivement, moi j'aurais tendance un peu à imaginer que même si toutes les techniques qui ont permis effectivement d'imputer des facteurs environnementaux, des cancers aux facteurs environnementaux sont plutôt robustes, est-ce que le fait qu'on avait une description moins bonne, moins précise de notre environnement par le passé fait que les chiffres sont peut-être sous-estimés, peut-être que si on refaisait ce travail, est-ce qu'on aurait des chiffres plus forts ou pas? En tout cas, c'est des questions qui m'interpellent quand on commence à documenter le fait qu'on a dans notre environnement des substances résilientes qui sont fortement nocives, quoi.
Et je voulais signaler aux personnes présentes que le 28 mars, là, on va organiser sur Bron une journée d'échange entre acteurs de l'aménagement, vraiment à destination plutôt de techniciens de collectivités, vraiment des gens qui sont dans les collectivités territoriales et qui mettent en œuvre des politiques d'aménagement, à réfléchir à ce qui peut être fait dans toute leur politique publique en matière d'amélioration de la qualité de l'air, hein, donc pour voilà, éviter toutes les maladies et autres désagréments liés à la dégradation de notre qualité de l'air dans nos territoires. Donc n'hésitez pas, 28 mars, si certains veulent se joindre à nous, on va se mettre autour de la table pour réfléchir entre aménageurs, entre gestionnaires de politique publique, entre instituts de recherche et d'innovation sur voilà, ce qui peut être fait, ce qui est fait, ce qui manque, ce qu'il faudrait encore faire autour de ce vaste sujet, hein. Donc c'est vraiment relever les défis de la qualité de l'air dans nos territoires. Très bien. Moi, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter par rapport à votre première remarque, hein. C'est vraiment la même réponse que j'ai fait à Madame Trochu. Effectivement, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent pour dire qu'il y a une sous-estimation. Et voilà, il y a un champ c'est de la recherche, là. C'est beaucoup moins dans l'action. Mais peut-être que du coup, là, après la présentation de Laura, on pourra revenir dessus, puisque on est tout à fait quand même ouvert à nous expérimenter des actions ou des politiques publiques qui traiteraient de facteurs environnementaux, même des facteurs, on va dire, mineurs. Donc c'est une possibilité, parce que là, dans ma présentation des facteurs de risque, par exemple, vous n'aviez pas tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, plein de petites substances qui finalement sont des facteurs minimes, mais dans le cadre de l'appel à projet, on est ouvert en fait à des actions autour de ces facteurs de risque aussi. Excusez-moi, en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, le rôle des perturbateurs endocriniens est également vraiment une source très importante d'inquiétude pour nous, notamment l'exposition des femmes enceintes et des très jeunes enfants. Et notamment, nous, on a beaucoup d'études validées disant que en fait, ça participait à un certain nombre de cancers, y compris des cancers de l'enfant. Évidemment, diminution de la fertilité, diminution du quotient intellectuel. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup il y a des faisceaux. diabète, obésité, tout ça sont des choses qui sont quand même assez terrifiantes. Donc, oui, c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup travailler. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut enchaîner avec la présentation de l'appel à projet. Et puis, si vous souhaitez continuer à échanger sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter, Laura et moi. On se fera un plaisir d'échanger plus longuement sur ces sujets si vous le souhaitez. Parfait. Donc, je vais m'inscrire vraiment dans la continuité de la présentation qui vient d'être faite par Alexandre. Donc, dans le contexte des actions et de la stratégie mise en place par l'Institut en matière de prévention en lien avec les territoires, a été publié cette année pour la première fois l'appel à projet qui vise à réduire les expositions en milieu scolaire, concevoir les politiques et agir dès maintenant. Donc, on peut passer d'ores et déjà à la première slide. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de l'appel à projet, il est de faire des lieux d'accueil des jeunes publics. On parlait de milieu scolaire. Donc, en priorité, on cible les écoles, les collèges et les lycées, puisque c'est des environnements où les enfants et les adolescents passent un temps non négligeable. Il y a des chiffres de l'OCDE sur ce sujet. Donc, on cible en premier lieu l'environnement scolaire, mais pas uniquement. C'est vraiment les lieux d'accueil des publics jeunes. On souhaite réduire, voire supprimer les expositions aux facteurs de cancer, faire de ces lieux des endroits protecteurs, favorables à un bon état de santé, propices à la prévention des cancers, mais aussi un environnement propice au déploiement d'interventions de promotion de la santé. Il s'agit, au titre de cet appel à projet, de financer des interventions qui participent directement à la structuration et au développement d'une politique publique pérenne en matière de prévention des cancers et de promotion de la santé. Ça rejaillit sur les caractéristiques attendues des projets.
il est attendu des projets présentés qu'ils aient une dimension territoriale. L'enjeu ici, c'est d'expliciter dans quelle mesure et de quelle manière le projet répond à des problématiques identifiées à l'échelle du territoire, que ces problématiques soient amplifiées par rapport à d'autres territoires ou qu'elles lui soient tout à fait propres. Et une dimension partenariale, donc ici l'enjeu c'est de mettre en lumière les partenariats existants ou identifiés et qui pourraient apparaître et être développés sur le territoire donné, et pour bien mettre en avant les dynamiques sur lesquelles repose la mise en œuvre du projet. Donc, vous le verrez, hein, je vais l'évoquer plus en détail, mais on propose 2 modalités de financement, et notamment les projets d'amorçage peuvent justement permettre de financer des interventions qui favorisent la constitution ou le renforcement de ces dynamiques partenariales à l'échelle du territoire, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas encore très clairement dessinées. L'appel à projet est structuré en 3 axes. On fonctionne en fait vraiment en cercle concentrique. On part de l'établissement, du lieu d'accueil, pour aller ensuite progressivement vers l'extérieur pour prendre en compte tout l'environnement de l'enfant ou de l'adolescent. Donc l'axe 1 porte sur les interventions qui ciblent les lieux d'accueil en eux-mêmes. Donc ici, l'objectif, c'est de limiter les expositions aux facteurs de risque en agissant sur la construction, donc la qualité du bâti, mais également l'aménagement et les équipements. Et on a des leviers d'action tels que l'aménagement des espaces intérieurs ou extérieurs, le remplacement du mobilier ou du petit matériel et l'amélioration de la restauration collective scolaire, le développement d'environnements favorables à l'activité physique. Donc le deuxième axe porte sur les interventions qui visent les abords de ces lieux recevant des publics jeunes. Donc ici, hein, on le mentionnait et ça ressortait très clairement des infographies. L'objectif, c'est de réduire l'exposition au tabac, à l'alcool, au marketing ciblant les enfants et les adolescents, et le développement d'environnements qui sont favorables à l'activité physique. Les leviers d'action identifiés sont principalement des actions d'aménagement des territoires, d'organisation de l'espace public, prioritairement aux abords des écoles, des collèges et des lycées, avec une régulation du marketing relatif à certains produits, la mise en place de stratégies alternatives de marketing social et du design urbain avec de la mobilité douce, des zones à faibles émissions, des espaces verts également. Et enfin, le troisième axe, c'est des interventions qui favorisent l'appropriation des nouveaux espaces ainsi constitués par l'ensemble des acteurs concernés. Donc ici, l'objectif, c'est de vraiment faire le meilleur usage possible des nouvelles infrastructures et des nouveaux environnements qui auront été mis en place et d'accompagner le changement, notamment le changement de comportement. L'objectif, c'est vraiment de faire de ces lieux qui accueillent des jeunes publics des environnements capacitants avec les bonnes infrastructures et le bon accompagnement pour favoriser le changement de comportement. Et quand on dit auprès de l'ensemble des acteurs, eh bien, c'est à la fois le personnel enseignant, le personnel encadrant au sens large, les enfants eux-mêmes et les adolescents, les parents d'élèves, les acteurs associatifs qui sont implantés sur le territoire. Donc, on est vraiment dans une vision globale. Les leviers d'action, c'est des actions de sensibilisation et de plaidoyer principalement. Et puis la structuration de partenariats et l'animation de communautés d'acteurs autour des enjeux de prévention et de santé publique. Donc comme je vous l'indiquais, nous avons prévu 2 modalités de participation. Une première modalité, c'est pour les collectivités qui n'auraient pas encore de politique en matière de prévention des cancers et de promotion de la santé. Et ici, l'objectif, c'est de faire émerger, d'initier la structuration à l'échelle locale de cette fameuse politique de prévention. Et donc, en grande partie, d'identifier les parties prenantes, les logiques partenariales et les synergies qui peuvent être développées, et puis identifier et guider les futures actions qui peuvent être envisagées. On est ici sur un format de projet plutôt court, avec des projets qui ont une durée de 12 ou 18 mois, et un montant de subvention maximale qui est porté à 50 000 €. Et enfin, la seconde modalité de participation vise des projets complets, donc ici plutôt pour
pour des collectivités qui disposent d'ores et déjà d'une politique en matière de prévention et à minima d'une vision claire sur les actions qu'elles souhaitent mener. Et donc, il peut s'agir d'expérimenter ou de généraliser des interventions qui sont déjà mises en œuvre et à ce titre pourront être financés des outils dont j'en suis certaine vous avez déjà la connaissance, mais par exemple des outils de diagnostic, d'aide à la maîtrise d'ouvrage, de la capitalisation aussi ou de l'évaluation d'impact sur des projets que vous auriez déjà mis en œuvre. Donc ici, on est sur un dimensionnement un peu plus important avec des projets de 24 ou de 36 mois et un montant de subvention qui peut aller jusqu'à 200 000 euros. C'est les grandes lignes de l'appel à projet. Le texte est disponible sur le site de l'INCa. Et si vous avez des premières questions ou remarques, je suis à votre disposition pour y répondre. Je vois qu'on a des mains qui se sont levées. Madame Trochu, vous aviez une question? Excusez-moi, j'ai j'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par remplacement de mobilier et également ce que vous pouvez par rapport à la restauration, s'il vous plaît? Oui. Alors, s'agissant du mobilier, donc on pensait à tout ce qui est mobilier et petit équipement dans notamment les salles de classe ou je pense aux crèches aussi, notamment pour limiter les expositions à des objets limiter les expositions aux perturbateurs endocriniens, par exemple. Aux perturbateurs endocriniens ou aux COV? C'est ça que vous vouliez dire peut-être? D'accord. Je laisse peut-être Alexandre compléter. Oui, c'est ça. En fait, là, on embarque vraiment toutes les substances qui ont été classées comme cancérigènes avérées. Donc, ça peut être les COV, ça peut être. Là, il n'y a pas de limitation. C'est vraiment juste la catégorie des cancérogènes avérés du cirque. Ma question pour la restauration portait surtout sur l'usage des plastiques. Donc, effectivement, quand on parle d'intervention qui porte sur la restauration scolaire collective, il peut s'agir aussi bien d'actions qui viseraient, par exemple, à augmenter la part de bio ou de produits, y compris donc dans la façon dont les produits sont packagés et transportés. Donc, ça peut inclure ce que vous disiez. Et puis, on peut également penser à des interventions qui relèveraient davantage de l'axe 3 avec des interventions de sensibilisation et peut-être des ateliers auprès des enfants ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment sur une approche globale, mais ça peut comprendre effectivement une action qui tendrait à améliorer les conditions de packaging, si je peux m'exprimer ainsi, et de transport aussi des aliments et de ce qui est proposé aux enfants. Je pense qu'il faut surtout éviter que les aliments soient chauffés dans des matières plastiques pour éviter le passage des perturbateurs endocriniens dans la nourriture. Parce que même si la nourriture est bio, en fait, ça peut grandement altérer l'alimentation si les aliments sont chauffés dans du plastique. Mais typiquement, sur ce type d'intervention, on peut imaginer à la fois s'assurer qu'il y a les bons équipements et puis il peut y avoir des enjeux de sensibilisation auprès des personnels qui font la cuisine dans les écoles et qui servent les enfants. Exactement. Et du coup, pour bien aussi faire comprendre nous ce qu'on souhaite avoir via cet appel à projet, c'est que on voudrait aussi que ça soit évalué. C'est pas, par exemple, c'est juste un exemple, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga, ce que je veux dire, mais qu'il y ait une action qui soit montée effectivement autour de la suppression des plastiques et peut-être de formation des professionnels, et d'avoir un établissement témoin où rien n'est fait, et d'avoir des mesures comparatives pour montrer que les seuils d'exposition, que l'exposition diminue dans le groupe intervention, par exemple. Il y a vraiment besoin d'évaluer l'efficacité de l'intervention. Et du coup, l'efficacité, ce serait sur du long terme?
Sur le long terme, ça va pas être possible dans le cadre du projet, puisque vous C'est n'avez ça. pas monté une cohorte, ce genre de choses. Mais Donc, déjà, sur quoi vous baseriez pour évaluer déjà admettons qu'il puisse y avoir des relevés dans dans l'alimentaire, et avec un groupe contrôle, de montrer que il y a une baisse des perturbateurs endocriniens dans la nourriture, ça pourrait être déjà quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord avec vous, ce sera impossible de montrer des effets sur les cancers à long terme. C'est pas l'objet. Moi, je vais devoir vous laisser, je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Et je laisse Laura peut-être terminer sur les questions d'appel à projet, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Oui, merci Alexandre. Effectivement, le webinaire était censé se terminer à 9h45, mais il y a quand même 2 interventions qu'on va prendre. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Merci beaucoup Alexandre. À bientôt. Et on va continuer. On va pas fermer le webinaire tout de suite. On va garder les 2 interventions. Les 2 mains qui se sont levées, il y avait euh, alors, j'ai plus votre nom, je suis désolée, mais de la ville de Seine-Saint-Denis, parce qu'en fait, le nom est caché par un petit. On va peut-être prendre cette première question, puis après, Marc Meyer. Oui, merci beaucoup. Donc, Marie Belluc, donc chargée de mission santé environnementale à la ville de Saint-Denis. En fait, je voulais savoir si, d'une part, l'appel à projet était ouvert seulement cette année ou si potentiellement il serait renouvelé. Ma première question. Alors, je vous réponds déjà à cette première question. Donc, en principe, l'appel à projet sera reconduit. Idéalement, on aimerait le reconduire sur 2 ans, donc en 2024 et en 2025. Et l'hypothèse où il ne serait pas reconduit, ce serait vraiment si on se rendait compte qu'on ne rencontrait absolument pas notre public, entre guillemets, et qu'il était nécessaire de conduire des travaux en amont avant de relancer cet appel à projet. Mais l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir le relancer, le reconduire en 2024 et en 2025, à minima. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. Je dois avouer que, étant arrivée très récemment sur mon poste, j'ai pas assez de recul encore pour pouvoir potentiellement y répondre pour la ville de Saint-Denis, même si je sais que normalement, il devrait peut-être y avoir un projet en lien avec les cours Oasis. Mmh. Et après, du coup, nous, on avait un projet et je me demandais si ça rentrerait éventuellement, qui est donc, comme dans beaucoup de crèches ou de maisons du petit enfant, on utilise des bouteilles d'eau. Donc contenues dans du plastique, et là on souhaiterait pouvoir réduire d'une part de l'eau contenue dans du plastique dont on ne sait pas forcément comment le stockage avant a été réalisé, donc les expositions aux intempéries du plastique peut conduire à sa détérioration et donc forcément la contamination de l'eau qui sera consommée par des jeunes enfants. Mmh. Et en plus réduire les déchets plastiques. Et donc on aurait souhaité mener une expérimentation pour évaluer en fait la composition de l'eau du robinet et potentiellement également de la composition sur certains paramètres de l'eau en bouteille aujourd'hui utilisée pour voir les bénéfices, on va dire, et éviter certains risques. Est-ce que éventuellement ce genre de sujet peut rentrer dans un tel appel à projet, ou c'est trop ciblé, trop spécifique, c'est pas assez large comme Non, alors tout à fait, en termes de thématique, ça cible bien effectivement ce dont on parlait, puisque la réduction du risque d'exposition à un certain nombre de facteurs polluants fait bien partie du champ auquel on entend s'attaquer. Il faut simplement s'assurer de pouvoir démontrer que ce projet n'est pas un projet isolé, mais qui s'inscrit dans une politique qui est conduite à l'échelle locale. Mais si vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition pour organiser un échange plus poussé dans les prochains jours, si vous le souhaitez. Il y aura mes coordonnées qui vous seront
qui vous seront transmis. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on pourra échanger plus longuement sur ce point si vous le souhaitez. Ah ben franchement, merci beaucoup, avec plaisir. Je dois avouer, ça m'intéresse beaucoup et bon, même si peut-être c'est pas mûr de mon côté, étant arrivée récemment pour cette année, je serais vraiment ravie de pouvoir avoir un lien avec vous via un appel à projet tel que celui que vous proposez. En tout cas, merci pour votre retour et au plaisir d'échanger. Bien, merci beaucoup. Monsieur Meyer. Oui, moi je voulais vous remercier une fois encore. Là, je pense qu'on doit pouvoir nous mettre en visibilité votre appel à projet auprès de toutes ces collectivités qui s'engagent aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'air dans leurs établissements scolaires ou toutes celles qui ont des travaux autour de la désimperméabilisation des cours d'école pour faire le lien avec l'environnement santé et essayer de les engager dans des démarches plus volontaires autour de vos sujets, quoi. Donc on va faire le travail avec grand plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à l'occasion de cette session du Café des Territoires. Et Oui, voilà, merci. Merci beaucoup, Laura. Je vais conclure puisqu'il est 10h. On a déjà dépassé largement le temps de prévu initialement. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Comme je vous le disais au début, on avait enregistré, on diffusera en replay ce webinaire. Effectivement, les vacances scolaires ont peut-être contribué à un plus faible nombre de participants que d'habitude. Mais là, on constate qu'il y a eu des échanges riches et c'est l'essentiel. Et je remercie beaucoup l'INCA d'être venu présenter son projet en faveur des collectivités. On a bien compris qu'on était dans une logique de co-bénéfice environnement-santé. Et c'est un message très important qu'effectivement la prévention des cancers contribue et s'associe à d'autres politiques de manière très positive en matière de santé-environnement. Donc merci à nos intervenants, merci aux participants et je vais clore cette session et on vous tiendra informés pour nos prochaines séances. Merci à tous. Au revoir.